Bonjour à tous, quelle joie de vous retrouver après ces 2 semaines d'absence. Alors toute l'équipe de TVADP se joint à moi pour vous souhaiter une année 2026 pleine de joie et d'émerveillement. Et surtout, n'oubliez jamais que votre bonne humeur est un puissant remède contre la morosité ambiante et qu'il n'est absolument pas nécessaire de s'empiffrer des mauvaises nouvelles pluriquotidiennes qui pullulent autant sur les médias subventionnés que sur les réseaux sociaux. Et Dieu sait s'il y en a dans cette immense pièce de théâtre mondiale où les plus grands nous font sentir leur pouvoir et qui nous assènent chaque jour une dose supplémentaire de peur, d'angoisse, qui tentent de nous coincer comme des lapins de 3 semaines face au phare d'un 15 tonnes. Alors offrez votre temps à qui en a besoin, votre sourire à qui n'en peut plus, votre affection à tous vos proches. Éteignez vos écrans à la fin de l'émission. Et prenez du temps pour vous. Musique classique, une bonne infusion thym citron, le chat sur les genoux en lisant le roman que vous vouliez lire depuis si longtemps, mais vous n'avez jamais ouvert pour de multiples prétextes. Je vous présente le mien du moment. La vie de Saint Salomon Leclerc, un homme étonnant de charité, frère des écoles chrétiennes, assassiné au couvent des Carmes en 1793 lors de la tristement célèbre Révolution française, dont il faudra bien un jour faire le procès pour crime contre l'humanité. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce soir, on va bien commencer l'année. On va se faire du bien avec mon invité du jour qui possède une expérience remarquable en matière de santé et d'alimentation. Car vous le savez, c'est aussi mon cheval de bataille, notre santé passe par notre assiette. On a coutume de dire, selon l'adage populaire, qu'on creuse notre tombe avec nos dents. J'ai aussi entendu un autre proverbe que je vous soumets ici. Un tiers de ce que tu manges, c'est pour toi. Les 2 autres tiers, c'est pour ton médecin. Et comme des médecins, il y en a de moins en moins, qu'en plus, ils font grève pour réclamer une liberté de prescription. Entre parenthèses, c'est pas trop tôt, les amis, parce que vous étiez où quand nous, on se faisait taper dessus par le Conseil de l'Ordre, quand on prescrivait de la vitamine D, du zinc et de l'ivermectine contre une certaine maladie que je ne nommerai pas ici. En plus, beaucoup d'entre vous, chers amis, vous vous détournez de vos médecins depuis qu'ils ont voulu vous faire du forcing pour vous vacciner contre tout et n'importe quoi. Et ben voilà, tout ça, votre santé, notre santé, c'est d'abord à vous, à nous, de la gérer. Et ce n'est pas une tierce personne qui doit s'en occuper, eut-elle un stéthoscope autour du cou. Alors aujourd'hui, ce soir, j'accueille avec joie et déférence un médecin dans la main, quelqu'un qui cherche, qui se questionne, qui publie, qui sait porter un regard critique sur la médecine conventionnelle et basé plus sur la chimie que sur la santé au naturel. J'ai d'autant plus de joie à l'inviter que c'est Olivier Soulier qui nous a mis en contact en 2022 au moment de la sortie du documentaire Suspendu de Fabien Moine, en avant-première à Paris. Mon invité est diplômé en cancérologie, fondateur de l'Association pour le développement de la médecine orthomoléculaire. Il est auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci, Une vie de médecin. Et il est animateur d'un blog que vous pouvez trouver sur docteur-ruf.com. Bienvenue. Bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Dominique, merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à la présentation que je viens de faire de toi? Non, c'est très bien. Je pense que tu as dit l'essentiel. Je pense que nous avons un point commun, c'est que nous sommes des chercheurs en santé et non pas des chercheurs en maladie. J'avais coutume de dire il y a des années que plutôt que de remettre des feuilles de maladie, à l'époque où il n'y avait pas de carte vitale, on devrait remettre des feuilles de santé. Bon, le but, ce que j'ai à ajouter, c'est que le but de cet entretien et puis la trame du livre que tu viens de montrer, c'est surtout de prendre sa santé en main, indépendamment de tous les conseils que l'on peut recevoir ou chercher auprès de son médecin traitant. Si on veut gérer sa santé, il faut la prendre en main. Et pour la prendre en main, il faut avoir un certain nombre de moyens. C'est ce que j'essaye d'expliquer. Alors, tu as beaucoup travaillé aussi à l'hôpital de Bobigny, en compagnie d'un nom qui est très connu aussi dans l'oncologie, c'est le docteur Lucien Israël. Oui, alors, Lucien Israël, alors, le livre que tu montres à l'écran est en partie autobiographique. Il raconte finalement ce que l'on devient à travers les rencontres que l'on fait. Et parmi ces rencontres, il y avait effectivement Lucien Israël, qui était un homme remarquable, que je suis venu consulter à l'époque avec mon épouse, qui malheureusement est décédée peu de temps après.
et qui m'a appris qu'il n'y avait pas en fait deux sortes de médecine, qu'il n'y avait pas de médecine parallèle, qu'il n'y avait pas de médecine bourgeoise ou de médecine communiste, comme on l'a dit à une certaine époque, mais qu'il y a une seule médecine, c'est la bonne médecine, c'est celle qui intègre toutes les données de notre environnement et toutes nos données personnelles et que l'on peut développer par soi-même et qui se charge effectivement, avec laquelle on va pouvoir développer tous les éléments propices à l'entretien de sa santé, de sa longévité et de sa qualité de vie. Alors, chers amis, nous sommes en direct à 20h ce lundi 5. Donc, si vous qui écoutez en direct, vous avez envie de poser des questions au docteur Rueff, des questions auxquelles il est en mesure de répondre, c'est-à-dire quand même la majorité concernant la santé, les pathologies oncologiques, la nutrition, n'hésitez pas une seule seconde et on fera passer votre question à l'écran. J'ai une première question, si tu veux bien, Dominique. Pourquoi avoir fait ce livre? Il y a beaucoup de livres sur la santé au naturel, la nutrition. Pourquoi ce livre en plus? Ce livre n'est pas simplement un livre sur la santé au naturel. C'est un livre pour inviter à prendre sa santé en main et faire le tour de tout ce qu'il est possible d'envisager, à commencer par deux choses dont tu as parlé. La première, c'est la nutrition, que la nutrition soit ton premier remède, disait Hippocrate. Et ça, c'est la première des choses à faire. Moi, je dis toujours que quand je fais mes courses, je pense à mon plaisir de manger, je pense aussi à ce que je mets dans mon assiette comme nutriments. Alors, on va penser à ce qu'on met dans son assiette comme nutriments, comme zinc, comme oméga 3, comme vitamines, etc. Je pense qu'on va parler de la vitamine C, c'est important. Ça, c'est le premier point, c'est l'importance de la nutrition. Et le deuxième point, c'est surtout que l'on peut prendre sa santé. Aujourd'hui, les gens ignorent beaucoup, et ça, c'est un message que je tiens à faire passer. Les gens ignorent que l'on peut se prescrire par soi-même, faire par soi-même un certain nombre d'analyses qui ne sont pas les analyses courantes que nous conseille notre médecin, qui s'intéresse plus souvent à notre cholestérol, à notre glycémie, que véritablement à notre longévité et notre santé, et que l'on peut soi-même décider de bilans réguliers, une ou deux fois par an, même une fois par an, des bilans comme des bilans du stress oxydant ou des bilans des acides gras, et qui nous permettent effectivement de savoir vraiment ce que l'on mange, de savoir vraiment ce qu'on métabolise, et de savoir vraiment quels sont les effets de la nutrition, d'une bonne ou d'une mauvaise nutrition. Alors, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que c'est déjà dans une bonne partie de ton livre, comment intéresser votre médecin à la prévention active et à la médecine de la santé. Et on s'aperçoit, et j'ai beaucoup de témoignages dans ce sens, que les médecins ont du mal à prescrire des bilans et ne savent pas toujours quoi prescrire. Absolument. Et d'ailleurs, c'est ce terme bilan qui est critiquable, parce que les gens arrivent, les gens viennent me voir ou viennent voir d'autres confrères en disant « Ah, mais j'ai un bilan, il est tout à fait normal. » Mais il est normal parce qu'on n'a pas cherché ce qu'on devait chercher. On a aujourd'hui des éléments qu'on peut déterminer dans des bilans, des dosages qui sont des dosages de vitamines, qui sont des dosages de molécules antioxydantes, qui sont des dosages hormonaux, qui peuvent permettre de savoir où on en est véritablement de sa qualité de vie, de sa santé et de l'évolution qu'on peut attendre. Et ça, c'est pas des choses que font les médecins. Les médecins, ils sont là pour répondre la plupart du temps à des urgences. Et de ce côté-là, la médecine a fait beaucoup de progrès. On répond à des urgences, on soigne parfaitement bien des crises cardiaques ou des accidents vasculaires, mais il n'y a pas de prévention. En France, il n'y a pas de prévention. La prévention, en général, elle est plutôt, c'est la vaccination qui est la prévention. Or, aujourd'hui, on sait très bien que la vaccination a souvent beaucoup plus d'effets négatifs que d'effets positifs et que c'est pas la prévention. La prévention, c'est effectivement, c'est la nutrition, c'est sa prise en charge et c'est les questions que l'on peut poser. Alors, on peut demander à son médecin de prescrire un certain nombre de choses pour que ça soit éventuellement pris en charge par l'assurance maladie. Mais on peut aussi s'offrir le luxe, parce que la santé n'a pas de prix, de faire de temps à autre un bilan par soi-même et de décider de faire ce bilan. Et c'est un petit peu aussi les éléments que je mets dans ce livre et que je mets en avant.
Alors justement, Dominique, on va revenir tout à l'heure, peut-être si tu veux bien, sur les problèmes des vaccins et même la crise Covid que nous avons traversée, que nous traversons encore. Mais pour rester sur le bilan à demander aux médecins, si toi tu étais ministre de la Santé, qu'est-ce que tu proposerais aux médecins, j'ai pas dit imposer, mais qu'est-ce que tu proposerais aux médecins de chercher dans un bilan de routine et que tu permettrais même de rendre remboursé par la Sécu? Qu'est-ce qui Alors, paraît important? il faut savoir qu'on vieillit ou on tombe malade par des processus d'inflammation ou de glycation. Glycation, ça veut dire que je dis toujours que la glycation, c'est le sucre, c'est pas seulement le diabète, c'est la glycation, c'est on se caramélise. On se caramélise tout doucement en vieillissant, c'est-à-dire qu'on durcit ses tissus, ses vaisseaux. Donc, la première chose à faire, c'est d'avoir tous les éléments qui permettent de mesurer cette inflammation et cette glycation. Alors, il y a des analyses qui sont tout à fait classiques, comme la CRP ultrasensible, d'autres qui sont moins courantes, comme ce qu'on appelle les bilans protéomiques qui sont faits à Bruxelles et qui sont des formes d'électrophorèse particulières et qui permettent vraiment de préciser les types d'inflammation. Et puis, il y a d'autres bilans qui sont extrêmement importants, comme par exemple des bilans de coenzyme Q10. La coenzyme Q10 est un élément fondamental. L'ubiquinol, oui. L'ubiquinol est un élément fondamental qui sauve des vies en matière cardiovasculaire, en matière cérébrale, et qui est souvent en déficience, comme d'ailleurs la vitamine D, le zinc ou le sélénium dont tu as parlé. Et ça, c'est des choses que ne font pas les médecins, et c'est des choses qu'il faut réclamer à son médecin. Et si jamais on n'obtient pas gain de cause, il faut se le prescrire soi-même, se le demander soi-même. Après, il y a d'autres choses qui sont extrêmement importantes. On vieillit aussi en ayant son système immunitaire qui est de plus en plus déficitaire. Donc, il faut rechercher tous les éléments qui sont agressifs pour notre système immunitaire. C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de Lucien Israël, qui était un grand monsieur, mais j'ai travaillé, rencontré et continue à essayer de prolonger un peu sa pensée. Un autre grand monsieur, qui était le professeur Luc Montagnier, qu'on a traîné un peu qu'on n'a pas honoré comme il fallait au moment de son décès et qu'on a pris pour un vieux sénile alors qu'il était quand même le co-découvreur du sida et donc prix Nobel pour ça. Mais son travail ne s'est pas arrêté là. Maintenant, les dernières années de sa vie, et on est un groupe de médecins à avoir travaillé autour de lui, les dernières années de sa vie ont été consacrées à la recherche par ce qu'on appelle les signaux électromagnétiques dans le sang, de tous ces agents infectieux qui ne sont pas seulement des virus, qui peuvent être des bactéries et qui sont aussi la cause de notre vieillissement et qu'on ne peut pas traquer facilement par des analyses traditionnelles. Donc ça, c'est extrêmement important et donc aujourd'hui, la Fondation Luc Montagnier continue ses travaux et on continue donc de rechercher et de pouvoir proposer des bilans de ce type-là pour prévenir le vieillissement. Donc, si j'étais ministre de la Santé, ce qui risque pas d'être, je crois que je proposerais certainement un programme de prévention, ce que j'appelle de prévention active personnalisée, c'est-à-dire de dosage d'un certain nombre de tous ces éléments qui sont liés effectivement à l'inflammation, à la glycation, au vieillissement et aussi au risque infectieux. Alors, si on passe simplement à la nutrition, avant de décider de rajouter des choses pour notre santé, il y a peut-être aussi des choses à éliminer de notre alimentation. À ton avis, quels sont les pires dangers qui nous menacent dans nos assiettes? Ah ben, les pires dangers, c'est sûr, c'est l'alimentation industrielle. Malheureusement, l'alimentation industrielle et tous ces plats préparés, étouffés, qui sont tellement faciles à trouver aujourd'hui. Quand on regarde la façon dont se nourrissent les gens, c'est tellement plus facile d'acheter des soupes toutes prêtes, des plats tout prêts, qui sont pleins de mauvaises graisses. Parce qu'il faut savoir aussi que la graisse, c'est quelque chose la qualité de la graisse que l'on consomme est importante et la qualité des graisses que l'on trouve dans cette cuisine industrielle est extrêmement mauvaise. C'est une graisse oxydée. Il y a une graisse qui n'a pas de
de qualité nutritionnelle propre. Et ça, c'est la première des choses à éliminer. Donc, le premier message à donner, c'est essayez de cuisiner par vous-même. Et si vous ne cuisinez pas par vous-même, essayez de consommer au moins des aliments qui sont des aliments qu'on sait enrichissants pour la santé. Par exemple, les avocats, les noix pour les oméga 3, les petits poissons. Moi, je suis un fanatique des petits poissons et je suis surtout très, très centré sur l'importance du petit déjeuner et l'importance de la qualité des apports protéiques, comme par exemple les œufs. Vous savez que tu sais que dans les œufs, il y a des nutriments comme la lécithine qu'on ne trouve pas ailleurs dans l'alimentation. Et puis surtout sur les antioxydants que sont les fruits rouges. Donc mon petit déjeuner, j'avais écrit une lettre il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'intitulait Prenez un coup de rouge au petit déjeuner. C'est-à-dire prenez des fruits rouges, des myrtilles, des mûres, des framboises, tout ce qu'on peut trouver, même parfois congelé parce qu'on ne trouve pas toute l'année, et puis consommer ça avec des œufs, consommer avec des noix, avec des graines. Tout ça, c'est déjà très important. La qualité du petit déjeuner est déjà extrêmement importante. Ensuite, qu'est-ce qu'il ne faut pas consommer? Bien sûr, c'est cette alimentation industrielle préparée à l'avance. Il vaut mieux savoir de temps en temps manger très simplement des pommes, des avocats, des petits poissons. Alors, les petits poissons, c'est extrêmement important. C'est d'autant plus important que ça coûte pas cher et ça peut rapporter gros, comme dit l'autre. C'est-à-dire que manger une boîte de sardines, une boîte d'anchois ou simplement du foie de morue pour ceux qui l'aiment, c'est pas cher et ça apporte justement ces fameux oméga 3 qui sont indispensables. Moi, j'ai remarqué d'ailleurs que les gens qui faisaient des maladies de dégénérescence neurovasculaire étaient des gens qui consommaient très peu d'oméga 3 et très peu de produits de la mer. Et ça m'a énormément frappé. Il y a un petit chapitre qui s'appelle, et tu vas nous le détailler si tu veux bien, parce que le titre est intriguant, c'est « Mange ce que tu bois et bois ce que tu manges ». Alors, j'ai une petite idée de ce que ça veut dire avant de lire ce passage, mais voilà, est-ce que tu peux détailler? Parce que ça me paraît vraiment très, très important. Ça, c'est à la portée de tous, même si c'est quelque chose de difficile à mettre en œuvre soi-même. Oui, non, c'est élémentaire. Ça veut dire que tout simplement, il faut d'abord, quand on mange, il ne faut pas faire autre chose. On interrogeait, on raconte toujours cette histoire d'un sage bouddhiste à qui on disait mais quel est le secret? Il disait quand je mange, je mange, quand je bois, quand je dors, je dors. Donc, la première des choses, c'est de faire une seule chose à la fois et de ne pas manger devant sa télé ou de ne pas manger en s'engueulant avec celui qui est à table avec toi. Ensuite, c'est de mâcher parce que moi le premier d'ailleurs, je suis constaté qu'on ne mâche jamais assez. Donc boire ce que l'on mange, c'est mâcher. J'ai connu l'époque des macrobiotes d'Oshawa qui disaient il faut mâcher 30 fois. C'est pas une question de mâcher 30 fois ou 20 fois ou 40 fois, c'est de rendre le plus liquide possible ce qu'on a dans la bouche. Et puis boire, fais attention à ce que tu bois. Ne bois pas il faut boire suffisamment dans la journée. Il n'y a pas de normes à donner, mais il faut profiter de ce que l'on boit et être attentif à ce que l'on boit et à ce que l'on mange. Ça me paraît absolument essentiel. Et c'est une chose qui se perd énormément, hein. Quand on voit les gens à la sortie des bureaux entre midi et 2 heures manger debout sur une table, n'importe quoi, n'importe comment. On peut déjà supposer que ces gens-là n'iront pas bien ou ne vont pas bien. Voilà, sandwich sur le pouce aux heures du midi pour vite reprendre le travail. Oui. J'avais coutume de dire aux patients que je suivais pour chirurgie de l'obésité de bien poser leur fourchette entre deux bouchées et de n'avaler que lorsque ça devient vraiment de la bouillie. Oui. En fait, c'est très important, hein, c'est important de le rappeler parce que si on fait travailler nos dents et donc notre salive en même temps, ça facilite la digestion au niveau de l'estomac, ça facilite le travail des intestins et ceux-ci vont avoir moins tendance à se fatiguer et notamment, moi je pense assez souvent au problème de diverticule sigmoïdien. Absolument, qu'on peut éviter, hein. Moi je vois parce que bon,
on fait tous, toi tu es chirurgien, tu sais de quoi je parle, hein, on conseille aux gens de faire une surveillance tous les 5 ans ou un peu plus ou un peu moins par coloscopie, etc. pour surveiller. Moi, je vois qu'avec le vieillissement, et contrairement à beaucoup de gens, eh ben, tout ça, c'est diverticules, ces kystes, etc. disparaissent. Si on mange correctement, on n'a pas de raison on n'a pas de raison, a priori, d'avoir un cancer digestif. Et qu'est-ce que tu penses du repas du midi ou du repas du soir, ou même le petit déjeuner? Est-ce qu'il y a un repas plus qu'un autre à privilégier, selon toi? Il y a des écoles là-dessus. Moi, je pense que c'est pas franchement très important. J'ai remarqué, parce que je pense que la première des choses, déjà, c'est de s'observer soi-même. J'ai remarqué que quand on mangeait le matin, quand on mangeait suffisamment le matin et quand on mangeait des protéines le matin, donc des œufs ou autre chose, ou du poisson, etc., j'ai remarqué qu'on mangeait moins dans la journée. Bon, cela dit, il y a des gens qui n'aiment pas prendre de petit déjeuner. Ça peut arriver, ça. L'important, c'est d'avoir une globalité dans l'alimentation. Alors, il y a aussi comme ça, des rumeurs urbaines qui disent que bon, si on mange le soir, bah, c'est vrai que si on mange le soir, c'est pas logique de manger le soir, c'est pas logique de mettre du carburant dans sa chaudière avant d'aller se coucher, c'est évident. Mais c'est pas fondamental. Ce qui est plus fondamental, c'est de réfléchir aux nutriments que l'on met dans son assiette. Alors, on a fait aussi souvent dans notre société la chasse au gras, en disant que le gras rend gras. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument pas. Le gras. Alors, il faut avant de dire ça, il faut dire qu'il y a du bon gras et du mauvais gras. Alors, le bon gras, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est celui des petits, ce qu'on appelle des petits poissons des mers froides, mais c'est aussi celui de certaines huiles. Bien sûr, d'ailleurs, tout le monde sait aujourd'hui que la meilleure prévention des maladies cardiovasculaires, c'est le régime méditerranéen. Le régime méditerranéen, qu'est-ce que c'est? C'est l'huile d'olive, c'est les graines, c'est le bon gras. Alors, c'est aussi l'huile de colza. Quand on voit à un moment donné la quantité d'huile de tournesol que prenaient les gens et qui sont… Alors, ce qu'on appelle, il y a des oméga 3, des oméga 6. Bon, cette huile de tournesol qui contenait beaucoup d'oméga 6 n'a pas d'effet préventif sur le plan cardiovasculaire. Et ce bon gras qu'on trouve dans certaines huiles végétales, comme l'huile de colza ou l'huile de lin ou d'autres huiles, eh bien, ce sont des précurseurs d'oméga 3. Et jusqu'à un certain âge, parce que c'est un phénomène qui s'atténue avec l'âge, jusqu'à un certain âge, on transforme ce gras végétal, qui est un bon gras, en oméga 3 et en gras utilisable et en gras surtout ayant des activités anti-inflammatoires, parce que les oméga 3, c'est avant tout des éléments anti-inflammatoires qui sont des préventifs sur le plan cardiovasculaire. Et alors le sucre? Alors le sucre rend fou. Moi j'ai lu il y a longtemps un vieux livre, je ne sais pas si on le trouve encore, qui s'appelle Le mal du sucre. C'est pas nouveau, mais il y a eu des expériences depuis sur des souris qu'on nourrissait de sucre et qui devenaient folles. Donc le sucre rend fou, et malheureusement, le sucre, ça fait partie des lobbies de l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire que plus on met de sucre, plus on a envie de sucre. C'est valable pour les boissons, c'est valable pour les aliments. Et il y a des gens qui ont comparé l'effet négatif du sucre à l'effet de la cocaïne. Donc, effectivement, il faut être très attentif à ces apports en sucre. Oui, effectivement. D'autant qu'ils sont très présents dans ces aliments transformés, ultra transformés dont on a parlé tout à l'heure, puisque c'est addictogène. Et bien oui, plus qu'il y a un mélange de sucre, parce que pour que les choses soient mangeables et aient un goût intéressant, on mélange, il y a un paradoxe incroyable, on mélange le sucre et le sel. Alors le sel, c'est pas bon, tout le monde le sait, pour plein de raisons. Il n'est pas question de dire qu'il faut manger sans sel, mais trop de sel, c'est pas bon pour les reins d'abord, et c'est pas bon pour la tension. Dans les choses,
disais tout à l'heure, dans les choses qu'il faut contrôler, moi je vois autour de moi les gens comment ils fonctionnent. Par exemple, la chose qu'il faut contrôler, c'est sa tension artérielle. La tension artérielle, c'est quelque chose qui est très important. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un parallèle entre les risques de démence et les tensions artérielles maltraitées. Donc, trop de sucre, trop de sel, tout ça, c'est de l'hypertension, c'est de l'inflammation. Et c'est des choses dont il faut prendre conscience quand on mange tous les jours. Alors, tu mentionnes sur ton blog les 7 piliers de l'alimentation, et dans ton livre, tu en mentionnes même 11. Alors, quels sont-ils? Est-ce qu'on peut brièvement les passer en revue? Oui, pour moi, le premier pilier, c'est la vitamine C. Hein, là, il y a des grandes polémiques là-dessus. Hein, on sait que, par exemple, les apports conseillés en vitamine C en France sont autour de 100 mg par jour. Et on dit qu'une cigarette fumée, c'est 10 mg de vitamine C consommée. Ça veut dire qu'à partir de 10 cigarettes, on n'a plus de vitamine C. Donc, ce sont des chiffres qui ne tiennent absolument pas compte du mode de vie des gens. Les gens sont fumeurs, les gens sont stressés, les gens ne consomment pas assez de fruits et de légumes qui apportent de la vitamine C. Donc, cette recommandation de 100 mg de vitamine C n'a absolument aucun sens. Et on sait aujourd'hui que les apports conseillés en vitamine C, parce que la vitamine C, c'est pas la publicité qu'on voit à la télévision l'hiver. Prenez de la vitamine C pour pas avoir de rhume. D'abord, c'est pas vrai. La vitamine C ne raccourcit pas forcément la durée des rhumes et ne prévient pas forcément la durée des rhumes. Mais la vitamine C, c'est la base de ce qu'on appelle le collagène. Le collagène, c'est la structure élémentaire de tous nos organes. Si on n'a pas de vitamine C, on n'a pas de collagène. Et si on n'a pas de collagène, on finit par avoir des hémorragies, des micro-hémorragies. C'est le fameux scorbut dont mouraient les marins qui traversaient l'Atlantique avant qu'ils aient compris qu'il fallait avoir dans les cales des fruits et des oranges. Donc ça, premier point, c'est la vitamine C. Deuxième point, il y a d'autres piliers qui sont importants. Zinc. On reste à la vitamine C, si tu veux bien. Linus Pauling proposait même d'aller très loin, et la médecine orthomoléculaire également. Ce que je voudrais peut-être souligner, c'est qu'il est important de prévoir d'avoir de la vitamine C pure, et non pas avec des édulcorants pour donner un goût sucré, éviter la vertu, et pour éviter aussi les excipients. C'est très important ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais la vitamine C, ça m'excite, ça m'empêche de dormir. » C'est pas la vitamine C qui excite et qui empêche de dormir, c'est tous les additifs qu'on met avec et les édulcorants. La vitamine C n'a jamais empêché personne de dormir. Il y a eu des expériences qui ont été faites sur des cobayes qui disent qu'au contraire, la vitamine C avait des effets positifs sur le sommeil. Je confirme que je dors très bien. Hein? Oui. Je confirme, je dors très très bien. Donc ça, c'est capital, si tu veux. Et ce qui est capital, c'est de prendre la vitamine C en 2 prises dans la journée, parce que la demi-vie de la vitamine C est de quelques heures. Donc, il faut en prendre une fois le matin, une fois le soir. Il ne faut pas avoir peur d'en prendre le soir. Et de respecter les apports qui sont aujourd'hui, on considère que les apports conseillés sont autour d'1 gramme par jour. Hein, ce qui est pas va bien. Voilà, quand tout va bien. Et quand on est stressé, quand on est fumeur, quand on a un certain nombre de problèmes, on peut faire beaucoup plus. On peut même, moi, c'est quelque chose que j'ai constaté, il y a même des gens qui font aujourd'hui des perfusions intraveineuses de vitamine C qui ont des efficacités tout à fait remarquables sur certains cancers. Hein, donc, et là, ce sont des doses qui rejoignent celles de Linus Pauling de l'époque, qui lui conseillait des doses de 10 à 12 grammes de vitamine C, mais on fait en perfusion parfois des doses de 25, 30, 40, 50 grammes de vitamine C, et on voit des cancers régresser de façon spectaculaire. Oui, je pense qu'il n'est pas nécessaire en temps ordinaire de se procurer de la liposomale, qui est quand même 4 ou 5 fois plus cher. Absolument. C'est hydrosoluble, suffit largement, mais procurez-vous de la pure. Absolument. Alors maintenant, pour revenir sur les autres piliers, on peut en citer d'autres. Le zinc est important. On sait que à peu près 80% de la population est déficiente en zinc. Or, le zinc est un élément qui intervient dans la fabrication dans notre organisme de plusieurs centaines d'enzymes. Donc, si on manque de zinc, on fonctionne pas, c'est très clair. Si on manque de zinc, on n'a pas d'immunité. Si on manque de zinc, on cicatrise mal. Si on manque de zinc, on est fatigué. Bon, ça c'est le deuxième pilier. Il y a d'autres piliers comme l'iode. L'iode, tout le monde sait que l'iode a des actions sur la thyroïde, mais l'iode a bien d'autres actions sur l'immunité
Et ce qu'ignorent les gens aussi, c'est que là aussi, bonne moitié des gens sont déficitaires en iode, et même des gens qui habitent au bord de la mer. Hein. Donc, parce que moi, j'habite pas très loin de la Méditerranée. La Méditerranée n'est pas très chargée en iode, et on voit des déficiences en iode. Mais encore, alors là, ça fait partie des choses dont on parlait tout à l'heure. Il faut savoir le chercher, l'iode. On ne fait pas l'iode, par exemple, dans une prise de sang. On fait l'iode dans une analyse d'urine. Alors, l'idéal, c'est d'avoir une analyse d'urine de 24 heures, ce qui n'est pas toujours facile à réaliser. On se contente parfois d'une analyse d'urine au réveil. En fait, c'est ce qu'on appelle l'iode urinaire, un l'iodurine. Bon, donc ça, c'est très important. D'autres piliers, moi, il y a un autre pilier sur lequel je suis très, très attentif. Alors, juste par rapport à l'iode, il est important aussi de savoir qu'en France, les dosages recommandés sont plutôt de l'ordre de microgrammes, hein, 100 microgrammes à peu près, alors qu'il faut parfois largement dépasser le milligramme. Oui, absolument, absolument. Mais il faut le contrôler, hein. C'est-à-dire qu'avoir trop d'iode, c'est pas bon, que c'est aussi mauvais que de pas avoir assez d'iode. Donc il faut pas hésiter à contrôler son iode et à faire ce qu'on appelle une iodurie, donc une analyse d'iode dans l'urine. Tu ne penses pas que si jamais on a trop d'iode, on l'élimine par les urines et puis l'affaire est classée? Oui, on l'élimine, mais enfin bon, il faut faire attention. Tout dépend là aussi. Hein. Moi, je dis, la médecine, c'est quelque chose qui doit être individualisé. Si on n'a pas de problème de thyroïde, il n'y a pas de souci. Si on a des problèmes de thyroïde, il faut être très prudent. Très bien. Alors ensuite, il y a un élément qui pour moi est très très important, ce qu'on appelle le glutathion. Alors les gens ne savent pas ce que c'est le glutathion. Le glutathion, c'est une petite molécule que fabrique le foie, qui est au centre des antioxydants. Les antioxydants sont toutes ces molécules dont on a parlé, dont l'ubiquinone, la coenzyme Q10, etc., qui nous permettent de lutter contre le vieillissement. Et le glutathion est extrêmement important. Et il faut savoir là aussi, alors le problème du glutathion, c'est qu'il faut savoir le doser. Il y a très peu de gens qui le dosent correctement. Moi, j'ai le souvenir, il y a des années, d'avoir un coup de téléphone de Catherine Garel, qui était la chef de service des antioxydants, du service des antioxydants au CHU de Grenoble, et à qui je disais, elle me dit, mais vous êtes en vie, comment se fait-il? Parce que avec le taux de glutathion que vous avez, vous devriez être mort depuis longtemps. Donc, cette consoeur continue de suivre, par exemple, des équipes de football très, très pointues. Et elle dit, je suis capable, à travers un bilan antioxydant et un bilan de glutathion, de savoir qui va se claquer, où il va se claquer et comment il va se claquer. Donc, ça, c'est capital. Et ce glutathion, c'est souvent une substance qui est aussi en déficience, qu'il faut pouvoir doser, qu'il faut savoir doser, qu'il faut savoir demander. Ça fait partie des choses qui sont vraiment importante à connaître si on veut anticiper son vieillissement et l'évolution de sa santé. Alors, si le foie est efficace, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre du glutathion plutôt que de son précurseur, la N-acétylcystéine, qui Alors, c'est une polémique, ça. C'est une polémique, mais il y a beaucoup de gens qui transforment mal la N-acétylcystéine en glutathion. Et il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de foie, qui ne fabriquent pas le glutathion et qui ne transforment pas la N-acétylcystéine en glutathion. Et là, ça permet de dire une petite chose. Il y a quand même un élément très dangereux que le public doit connaître, c'est le problème du paracétamol. Hein. Le problème du paracétamol, c'est comme une molécule qui est largement conseillée par les médecins dès qu'on a un petit peu de fièvre. Bon, d'abord, sur ce problème de la fièvre, il y aurait beaucoup à dire. Hein. Il faut savoir respecter la fièvre et il faut savoir ce que la fièvre est un moyen que l'organisme utilise pour se défendre quand il est agressé, quand il est infecté, premièrement. Donc, il faut savoir respecter la fièvre. Il faut parfois la limiter chez les jeunes enfants quand elle dépasse certains éléments, certaines mesures. Mais le paracétamol, qui est largement conseillé pour les douleurs, pour la fièvre chez les enfants, etc., pour les douleurs rhumatismales chez l'adulte, est un véritable toxique du foie. Il y a plus de greffes dans le monde, il y a plus de greffes de foie qui sont la conséquence de paracétamol que d'alcoolisme. Donc ça, c'est important. Et ce paracétamol empêche totalement le foie de fabriquer son glutathion. Donc là,
on se prend des substances qui sont vraiment des substances délétères pour notre organisme. Il y a un oligo-élément qu'on n'a pas encore cité, c'est le magnésium. Alors, le magnésium, c'est important. C'est d'autant plus important qu'il y a de multiples formes de magnésium sur le marché, que le magnésium, c'est avant tout un déstressant général. On a besoin du magnésium pour lutter contre le stress de la vie moderne. On a besoin du magnésium justement pour bien dormir. On a besoin d'avoir un apport en magnésium régulier. Alors, le problème du magnésium, c'est qu'il a une demi-vie qui est très courte. Donc, on devrait normalement le prendre 3 fois par jour, matin, midi et soir. Et on devrait privilégier certains sels de magnésium, comme par exemple le bisglycinate de magnésium qu'on trouve dans plein de compléments alimentaires. Il y en a d'autres. Et prendre régulièrement ce bisglycinate. Alors, aujourd'hui, on trouve en pharmacie des formes de magnésium retard qui sont en fait du magnésium marin et qui sont des formes de retard 24 heures. On peut prendre un comprimé par jour, mais c'est capital. La plupart des gens, avant de prendre des tranquillisants ou des anxiolytiques, il faut vérifier son taux de magnésium. Et ça, ça ne se mesure pas biologiquement, ça se constate cliniquement. C'est-à-dire que le médecin attentif, et le médecin attentif, il y en a de moins en moins. Les médecins qui pratiquent un examen clinique complet, qui cherchent des signes cliniques, ce qu'on appelle le signe de Chvostek, des signes cliniques de déficience en magnésium, eh bien, il y en a de moins en moins, malheureusement. Et ça, c'est capital. Et ce sont des choses très simples. Alors, ça me permet de dire aussi qu'il faut aussi trouver, si on a un médecin, il faut trouver un médecin qui fait son examen clinique. On ne peut pas penser qu'un médecin qui voit quelqu'un en consultation 10 minutes, un quart d'heure est capable de faire de la médecine. C'est absolument impossible. Une vraie consultation qui tient compte des antécédents personnels, des antécédents familiaux, qui inclut un examen clinique complet, une réflexion du médecin, éventuellement une prescription, c'est minimum 1 heure. Bon, il faut être clair là-dessus. Et le système médical actuel fait que on ne rémunère pas le temps passé, on rémunère le nombre de consultations. Et ça, c'est ce qui fait que la plupart des médecins, des confrères, des généralistes sont déprimés, sont mal dans leur peau parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire leur métier et que le lobby pharmaceutique et la sécurité sociale les empêchent en fait de faire leur métier. Alors, tu as parlé du signe de Chvostek. Chvostek, c'est intéressant à rappeler. Effectivement, on l'apprend dans nos études de médecine. C'est la percussion de la pommette et la contraction de l'hémijoue à ce niveau-là, notamment la partie de la lèvre supérieure qui se contracte. Absolument. Donc, c'est un signe clinique très simple à faire. Vous pouvez le faire chez vous-même ou votre entourage pour savoir si vous êtes en carence en magnésium, mais en sachant que c'est une carence déjà bien prononcée à ce niveau-là. Oui, absolument. Mais c'est pareil avec les crampes. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'avoir des crampes. Alors, les crampes, c'est souvent un manque de cuivre, un oligo-élément dont on n'a pas parlé. Il y a beaucoup de gens qui sont en manque de cuivre. Alors, on trouve des ampoules de cuivre pour soigner sa grippe, parfois, en cas d'infection. Mais les gens ignorent complètement ce problème de déficit en cuivre. Donc, il y a le déficit en magnésium, le déficit en sélénium qui est moins fréquent qu'on ne le dit, mais qui dépend beaucoup aussi de la qualité de l'alimentation qu'on prend. On a parlé de l'iode, on a parlé de la vitamine C, on n'a pas parlé de la vitamine D, tu en as parlé dans ton introduction. Alors, la vitamine D, c'est extrêmement important. On s'est rendu compte que là, c'était 80% de la population qui était déficitaire en vitamine D et que même les gens qui travaillaient au soleil, parce qu'on conseille aux gens de se mettre au soleil quand il y en a, quand on peut, le visage au soleil, les bras au soleil, une vingtaine de minutes par jour, ou du moins le plus grand nombre de jours possible dans la semaine. Mais on s'est rendu compte que même les gens qui travaillaient torse nu au soleil dans des pays chauds manquaient de vitamine D. Donc, l'organisme actuel a une surconsommation de vitamine D qui n'est pas compensée. Et ça, moi, je suis très, très attentif là-dessus et je conseille fortement aux gens au début de l'hiver, avant l'hiver, au mois d'octobre par exemple,
de faire un dosage de vitamine D. Ça coûte pas une fortune, ça coûte 13 €. Donc c'est quelque chose qu'on peut, même si c'est pas remboursé par l'assurance maladie, c'est quelque chose qu'on peut se payer. Hein, il faut savoir quand même que la santé a un prix, que parfois il faut y mettre le prix. Et ce ne sont pas des prix quand même très prohibitifs. La santé a un prix, mais elle a aussi une valeur. Donc ça mérite effectivement de s'y pencher. La santé a une valeur. Oui, la santé a une valeur. Moi, quand je vois à une époque, moi j'habitais une rue commerçante, il y avait les soldes. Alors, ça va bientôt être les soldes. Là, on voyait les gens sortir des magasins, les bras chargés de paquets et tout, etc. Ce sont des gens qui achètent des choses qui sont très souvent pas très utiles, mais qui vont pas dépenser 15 € pour faire un dosage de vitamine D. Et ça, c'est un enseignement qu'il faudrait donner aux gens. Je vous reporte, les amis, sur l'émission qu'on avait faite avec Nicolas Blassel sur la vitamine D, pour plus de détails là-dessus. Hein. Et moi, quand j'entends, Dominique, quand j'entends vitamine D, j'entends tout de suite vitamine K. Et notamment, on sait qu'il y a deux types de vitamines, la K1 et la K2. On va essayer de faire la distinction entre les deux. Mais maintenant, je pense que tout le monde a bien compris que dès qu'on prenait de la vitamine D, il valait mieux chercher à l'associer à la vitamine K. Alors, absolument. Alors, la K1, c'est la vitamine D qu'on trouve dans les végétaux, dans les légumes verts. Et la vitamine qui nous intéresse le plus, c'est surtout la K2. Alors, c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, beaucoup de laboratoires de compléments alimentaires associent la K2 et la vitamine D3. Alors, cette vitamine K2, elle a plusieurs éléments. C'est un anti-vieillissement très important et elle empêche surtout la vitamine D que l'on prend d'aller sur les artères. Donc de causer des problèmes cardiovasculaires. Et moi, je me rappelle une conversation que j'avais eue avec un célèbre chirurgien cardiaque qui me disait, oui, les gens prennent du calcium et de la vitamine D, puis comme ça, ils meurent plus vite parce qu'ils se calcifient le cœur et les artères. Et la vitamine K2, elle a cette propriété d'empêcher la calcification, d'empêcher cette calcification et donc de favoriser la lutte contre le vieillissement. C'est extrêmement important. Et ça, c'est aussi une chose que on dose pas forcément la vitamine K2, mais on l'associe systématiquement au magnésium quand on propose des supplémentations de magnésium, surtout chez les personnes âgées et plus encore chez les personnes qui ont eu des problèmes cardiovasculaires. Et on rappellera qu'il n'y a aucune contre-indication à prendre de la vitamine K2 quand on est sous anticoagulant de type AVK, c'est-à-dire antivitamine K, hein, puisque c'est centré sur la K1. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Mais ça aussi, c'est un autre sujet. Là, tu frôles un autre sujet dramatique, c'est que une grande partie des gens, les antivitamines K sont plus tellement à la mode, mais ce sont les anticoagulants qui sont à la mode. Moi, j'ai failli en venir aux mains un jour avec un interne dans un hôpital qui voulait absolument que je prenne un anticoagulant parce que j'avais fait à un moment donné des fibrillations cardiaques. Et je lui dis, il n'en est absolument pas question. Il y a d'autres moyens de s'occuper du problème. Et il n'arrivait pas à comprendre. Donc, voilà. On a parlé au tout début, on va complètement changer de sujet, on a parlé au tout début de la crise Covid qu'on avait traversée. Et toi, tu m'avais signalé déjà en off qu'il y avait pour toi un des pires scandales qu'on a traversé, c'est celui de l'interdiction de soigner qui a été faite aux médecins. Est-ce que tu peux pour moi, non seulement c'est le pire scandale qu'on a traversé, mais je dirais que c'est presque un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, c'est un mot qui est très à la mode, un crime contre l'humanité. On sait très bien ce qui s'est passé au début de la crise Covid, où personne n'y comprenait rien, où on faisait des cours à la télé pour savoir s'il fallait mettre un masque, comment il fallait le mettre et à quoi ça servait, et surtout où on a prôné très très vite des vaccins dont l'innocuité a priori n'était pas bonne, et ça s'est révélé. Il y a tous les jours, j'ai vu encore aujourd'hui, des études sur les effets secondaires et même la mortalité liée au vaccin. Alors le problème de cette crise Covid et de cette interdiction qui a été faite aux médecins traitants, généralistes de s'occuper de son malade, c'est un véritable scandale, c'est un véritable crime contre l'humanité parce que le médecin avait à sa portée des éléments très simples qui sont des molécules très peu chères, qu'on a parfois d'ailleurs aujourd'hui du mal à trouver encore en pharmacie et qui permettaient de réguler et
et d'éviter que les gens soient hospitalisés. Moi, je connais des médecins qui ont traité des patients, et parmi les patients qu'ils ont traités, personne n'a été hospitalisé, alors qu'on a vu les dégâts qu'a fait l'hospitalisation, et notamment la ventilation extracorporelle qu'il y a eu au début des Covid. Moi, j'ai quelques amis et confrères, j'ai un ami et confrère en particulier qui est décédé au début de la crise Covid, mais c'était l'époque où on disait aux gens, d'abord, on leur mesurait pas l'oxygène dans le sang, les petits appareils qu'on appelle les oxymètres qui sont venus pour mesurer l'oxygène sont arrivés un peu plus tard, donc on les laissait tomber en hypooxygénation et on essayait de les récupérer quand ils étaient déjà presque morts à l'hôpital. Donc ça, c'est un véritable crime. Et le nombre de morts qui sont dus à cette interdiction, ça mériterait aujourd'hui encore quelques procès qui malheureusement ont eu lieu mais n'ont pas abouti. Alors, est-ce que tu penses que si jamais ce genre de choses devait se renouveler, nos collègues médecins maintenant ont compris la leçon et ne se ferait plus avoir, ou bien est-ce qu'on tomberait dans la même expérience de 1000 grammes? Non, je ne voudrais pas être pessimiste. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins qui sont volontairement ou que l'on a sortis du système et qui ont compris ce qu'on avait voulu leur faire faire. Donc, je crois qu'il y a une réflexion qui s'est quand même installée. Malheureusement, le problème, c'est la peur. Le problème, c'est la peur. C'est qu'on a fait peur aux gens, on a fait peur aux médecins. Et avec la peur, on paralyse l'organisme. On a une petite zone dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale et qui est le centre des émotions et de la peur. Et quand on fait peur aux gens, que ce soit pour parler de la crise Covid, de la guerre ou d'autres choses, on leur fait faire ce qu'on veut. Et c'est ça le danger. Mais il y a quand même des gens qui réfléchissent, il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent. Et puis, il y a aussi aux États-Unis une réflexion avec le sénateur Kennedy, on aime, on n'aime pas, mais c'est quelqu'un qui a lancé une réflexion justement sur la vaccination, sur le traitement du Covid et qui aujourd'hui rentre un peu dans le lard de toutes les idées reçues sur ce problème. Oui. Alors, on parle beaucoup en médecine orthomoléculaire de la mitochondrie, qui est considérée comme la chaudière de nos cellules. Oui, c'est fondamental. Les mitochondries, c'est quelque chose qu'on a bien vu quand on faisait nos études de médecine. Ce sont les poumons des cellules. Ce sont des petits organismes qui sont dans toutes nos cellules. On a à peu près chacun 57 billions de cellules, hein, donc c'est énorme. Et on a toutes ces cellules. Billions. Ah, billions, pardon. Billions. Et ces mitochondries sont on pourrait dire presque les poumons, les organes respiratoires des cellules. Et parce que ça amène aussi une autre idée avant d'en venir là, c'est qu'on a parlé beaucoup de ce que l'on mangeait, mais ce qui est important aussi, c'est de savoir ce qu'on respire. On parle beaucoup d'aujourd'hui on oublie que, par exemple, le diabète est la conséquence de la pollution et que la relation diabète-pollution, je crois que c'est 50 000 personnes par an, donc c'est énorme, c'est beaucoup plus que toutes les catastrophes dont on parle aujourd'hui. Ça, c'est important, c'est pour ça aussi que je parle dans ce livre de deux substances qui sont pour moi fondamentales pour la longévité. La première, c'est la fisétine. La fisétine, c'est un flavonoïde qui est proche de la quercétine. La quercétine, c'est l'aliment qu'on trouve beaucoup dans les pommes quand elles sont bio et quand elles ne sont pas traitées, dans la peau des pommes en particulier, mais on la trouve dans d'autres aliments. Ce sont des anti-inflammatoires, ce sont des anti-glycations, on parlait de la glycation tout à l'heure, ce sont des régulateurs au niveau justement du phénomène du métabolisme lipidique et du cholestérol, et surtout, elle a deux effets, cette fisétine. Elle a un effet dit éboueur, c'est-à-dire qu'elle stimule l'autophagie, c'est-à-dire que quand on vieillit, on a besoin d'éliminer les cellules qui sont plus actives, donc c'est ce qu'on appelle l'autophagie, on les digère, on les élimine, et puis surtout elle agit sur ce qu'on appelle sur les gènes de la longévité. Ces gènes de la longévité, c'est les sirtuines, en particulier la SIRT1 qui agit sur la longueur de nos chromosomes
Et ça, c'est capital parce qu'on est en train de se demander si la prise de fisétine n'a pas vraiment des effets sur la longévité en elle-même, en elle toute seule. Puis il y a un deuxième élément qui est important, c'est la PQQ. Alors, c'est la pyridinoline quinone disodique. Ce sont des substances qui ont été découvertes assez récemment. La pyridinoline quinone disodique, on l'appelle la substance de la queue de comète. La légende dit qu'elle a été découverte dans des éléments extérieurs qu'on a trouvés dans les comètes. Et c'est une substance qui est très proche de la vitamine B et qui a des effets anti-inflammatoires et des effets de protection cardiovasculaire extrêmement importants. Et ça me permet de dire que pour moi, les 3 substances qui sont vraiment importantes pour la protection cardiovasculaire, pour la protection neurocérébrale, pour le vieillissement et l'évolution et la longévité, ce sont l'ubiquinol ou coenzyme Q10 dont on parlait tout à l'heure, la fisétine et la PQQ. Et ça, c'est des choses. Alors aujourd'hui, il y a plein d'études. C'est-à-dire que vous savez qu'on a, tu sais qu'on a on a un site qui s'appelle PubMed qui référencie toutes les études scientifiques qui existent dans le monde et qui est en français, hein, donc qui est en anglais mais qui est traduit en français. Et on a tous les jours des études sur les effets sur la longévité et la qualité de la vie de toutes ces substances. C'est pas quelque chose qu'on invente. C'est justement ce que je disais tout à l'heure en introduction. C'est ce que nous avait appris Lucien Israël. Il n'y a pas 2 médecines. Il y a une médecine, celle qui essaye de comprendre le tout et de le comprendre intelligemment et de pouvoir le mettre à disposition du public et de lui permettre de prendre sa santé en main. Alors ça, la PQQ dont on parlait, la queue de comète, c'est des choses qu'on peut trouver dans l'alimentation du type persil? Oui, mais c'est vrai que on en trouve dans l'alimentation, mais c'est comme la vitamine C, on en trouve dans l'alimentation. Mais très souvent, quand les gens sont fatigués, stressés et tout, il faut la prendre en complément alimentaire, hein, aussi bien la fisétine que la PQQ. Et moi, je conseille souvent, alors comme ce sont des substances qui sont parfois un peu chères, hein, sur le marché, je conseille de faire des cures, 2-3 cures dans l'année, de l'un ou de l'autre, ou de l'un et de l'autre en alternance. Et j'ai remarqué que ça avait véritablement une action sur la santé. Alors, voilà, ça c'est les petites choses très importantes. Je dis petites, mais c'est pas négligeable, hein, pour la longévité mitochondriale. Tu as aussi tu es médecin anti-âge, donc tu as aussi plus d'un tour dans ton sac, pas simplement au niveau nutrition ou micronutrition, mais également sur on va dire des manières de pouvoir simplement augmenter sa qualité de vie et sa longévité. Oui, alors, il y a une chose dont on n'a pas du tout parlé. Bon, on a parlé du stress oxydant, ça c'est important. Les gens font une fixation sur le cholestérol. Ah, mais vous savez, j'ai trop de cholestérol et tout. C'est pas le cholestérol qui tue, c'est le cholestérol oxydé qui tue. Et on peut mesurer l'oxydation du cholestérol avec des examens de sang très simples. Il y en a un que tous les médecins cardiologues connaissent, ça s'appelle la LP petit a. Il y en a un autre qui est moins connu qui s'appelle la LPA2. Donc, on peut mesurer l'oxydation du cholestérol comme on mesure le cholestérol. Mais il y a ce dont tu parles et qui, pour moi, est très important en tant que médecine, j'aime pas le mot médecine anti-âge, mais je dirais médecine de prévention du vieillissement, c'est l'état hormonal. On se rend compte qu'aujourd'hui, qu'avec tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire la mauvaise qualité d'alimentation, la mauvaise nutrition et le mode de vie stressé, on se rend compte que les gens ont des déficits hormonaux qui sont parfois très jeunes et qui ne sont pas en rapport avec la ménopause ou l'andropause, avec l'âge, mais qui sont des déficits hormonaux qu'on trouve chez des hommes et des femmes jeunes, hein, dont certaines hormones. Moi, j'ai écrit 2 livres au moins sur ce qu'on appelait à l'époque l'hormone de jouvence, que maintenant on a un petit peu changé de générique, mais ce qu'on appelle la DHEA, la déhydroépiandrostérone, et puis surtout parce qu'il faut comprendre que quand on consomme, on mange du cholestérol. Ce cholestérol est important. D'abord, c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire baisser de façon artificielle et violente avec des médicaments qu'on appelle les statines. Ça, c'est capital. Et ça, là aussi, comme les anticoagulants dont je parlais tout à l'heure, c'est la mode des statines. C'est dès que quelqu'un a un petit
problèmes cardiovasculaires, on lui conseille des statines qui ont des effets secondaires gravissimes, et notamment sur la coenzyme Q10 dont on parlait tout à l'heure. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que on a chez des gens jeunes, moi je vois parfois des gens jeunes qui ont 25, 30 ans, plus jeunes, qui ont des déficits en DHEA, qui ont des déficits. Alors, on a la chaîne cholestérol, pregnénolone et DHEA. Et puis après, ce sont les hormones, c'est la fabrication des hormones sexuelles, les androgènes chez les hommes et les œstrogènes chez les femmes. Donc, si on a un déficit en pregnénolone, eh bien, on a la pregnénolone. Est-ce que le professeur Beaulieu, c'est le professeur Beaulieu qui avait découvert la pregnénolone, c'est une neurohormone, c'est-à-dire une hormone qui est fabriquée à la fois dans les surrénales et à la fois dans le cerveau, qui est précurseur de la DHEA et qui est donc précurseur de toutes les autres hormones. Et si on a un déficit en pregnénolone, on a le cerveau qui ne fonctionne pas correctement. Et ça, ce sont des choses que tu posais la question tout à l'heure, quelles sont les analyses qu'il faudrait conseiller aux gens? Mais moi, je conseillerais à tout le monde de faire, dès le moindre signe de fatigue et tout, de faire un dosage de pregnénolone et de DHEA. C'est très important. La pregnénolone, en plus, est une substance qui n'est pas très très chère, qui est facile à trouver et qui, alors là, je l'ai vérifié sur moi, je l'ai vérifié sur des amis. Dès qu'ils sont en déficit et dès qu'on leur donne de la pregnénolone, non seulement ils se sentent mieux, mais ils ont tous envie de continuer, d'en reprendre parce qu'ils voient bien la différence, hein. C'est quelque chose qui... J'avais écrit une lettre j'avais à un moment donné écrit des lettres qui s'appelaient sur le site web qui s'appelle la lettre du docteur UF, et j'avais écrit une lettre sur la pregnénolone qui s'intitulait l'hormone qui permet de gagner à la belote. C'est-à-dire que si on n'a pas de pregnénolone, on n'a pas le cerveau qui fonctionne correctement. Donc ça fait partie des choses extrêmement importantes. De même que les hormones, de même que toutes les autres hormones, les hormones féminines et les hormones masculines. La testostérone, les gens ont peur de la testostérone. J'ai rencontré des gens, des urologues qui disaient mais la testostérone n'a jamais provoqué de cancer chez personne. La testostérone peut accélérer des cancers de la prostate chez les gens qui sont porteurs de cancer de la prostate. Mais la testostérone ne provoque pas de cancer de la prostate. Au contraire, elle protège la prostate du cancer. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir doser. Il faut savoir que les femmes aussi ont de la testostérone. La testostérone a des effets sur la libido chez les femmes, a des effets sur la force physique et force musculaire. Et il faut savoir le doser. Ce sont des choses que les médecins généralistes ne dosent pas. Ils dosent la glycémie, ils dosent le cholestérol, ils dosent l'acide urique, ils dosent l'urée. Et puis ça s'arrête là. Puis ils disent votre bilan est normal. Et les gens arrivent en disant mon bilan est normal. Mais non, je cite souvent le général de Gaulle qui disait on n'a pas besoin de chercheurs, on a besoin de trouveurs. Hein, si on ne cherche pas les choses, on ne les trouve pas, c'est évident. Et ce que j'ai voulu dire tout au long de ce livre qui vient de sortir, c'est qu'il fallait chercher véritablement ces substances, ces éléments qui pouvaient agir sur notre santé, sur notre vitalité, notre longévité. Une dernière chose, tu prends un passage particulier pour deux ou trois pages pour parler de la gratitude. Tu me dis même, oui. Je veux te dire, hein, c'est sur ton site, donc il n'y a aucun secret, tu as 77 ans, tu pratiques la gratitude en disant, maintenant, tu te dis toi-même, hein, maintenant, à ton âge, tu peux considérer que tout ce qui t'arrive, c'est du rap de vie et arrange-toi pour que ça dure le plus longtemps possible. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et là, c'est plus que la gratitude, c'est l'empathie, c'est la distance par rapport aux choses. On me dit souvent, moi j'aime bien savoir ce qui se passe dans le monde. Hein. C'est pas toujours très, très brillant actuellement, mais on peut le regarder avec une certaine distance, on peut le regarder avec un certain humour. Et la gratitude, c'est savoir, je dirais une chose qui est très importante, c'est savoir dire merci. Les gens ne savent plus dire merci. Et ça, c'est le fondamental de la gratitude. Merci d'être là, merci d'être en relativement bonne santé. Et avant de commencer à me plaindre, à dire que j'ai des petites douleurs à droite, à gauche, pensez qu'il y a des gens qui ont vraiment des problèmes de santé qui sont beaucoup plus importants et que les siens sont relatifs. Et c'est ça la gratitude. C'est pas seulement ça, c'est une attitude vis-à-vis de l'autre, c'est regarder l'autre avec sympathie et empathie. Et ça, c'est la première qualité, pour mon sens, c'est la première qualité du médecin.
c'est l'empathie, la sympathie. Malheureusement, on ne peut pas avoir de l'empathie, de la sympathie pour 30 € et qui dure un quart d'heure, c'est pas possible. Il faut changer complètement le système médical. Et le système médical dans lequel nous vivons est la cause de catastrophes, de catastrophes humanitaires, pas simplement celles dont on a parlé. Et ça tue beaucoup plus que tout ce dont on peut parler au niveau catastrophe actuelle. Les amis, on va terminer là cette émission. N'hésitez pas à vous procurer ce livre et à fouiller aussi sur le site du docteur Dominique Rueff. Juste une dernière chose, on n'a pas l'habitude de ça, mais on va citer Voltaire, puisque tu le mis dans ton livre. Ouais. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Et ça rejoint parfaitement ce qu'on avait dit au tout début de l'émission. Hein. Soyez heureux parce que c'est important, c'est nécessaire de penser à soi avant toute chose si on veut penser aux autres. Absolument. Et c'est nécessaire de se rendre compte que finalement, on n'est pas si malheureux que ça et que effectivement, le fait de cultiver ce bonheur, de cultiver ce bien-être, bah, c'est la base, c'est aussi la base de la santé. Et quand on voit, moi je vois souvent des gens qui rabâchent leurs peines, leurs problèmes et tout, etc., on a envie de leur dire trouvez une thérapie, trouvez quelque chose qui vous permet de sortir de ça, parce que vous ne pourrez pas, quels que soient les remèdes que vous choisirez, quelles que soient les attitudes thérapeutiques, si vous n'êtes pas heureux, vous ne pouvez pas être en bonne santé. Alors Dominique, es-tu un médecin heureux? Ah, totalement. D'ailleurs, je suis plus qu'un médecin heureux, je suis d'abord un médecin. Et je crois que tu as cité mon âge tout à l'heure, qui effectivement n'est pas un secret. On me reproche parfois de ne pas vouloir m'arrêter, mais je n'ai pas envie de m'arrêter. Et je crois que tant qu'on peut aider, tant qu'on peut chercher, tant qu'on peut trouver des choses qui peuvent aider facilement et être facilement à disposition du public, eh ben on est heureux et on est un médecin heureux, même si on est un médecin retraité. Merci beaucoup Dominique, et on profite donc pour vous demander à chacun d'être heureux, parce que cette année doit bien commencer, doit bien se terminer pour vous, malgré tout ce qui se passe tout autour. Et j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à Lise Philippe, qui va sans doute écouter cette émission en différé. Et ce 5 janvier, c'est son anniversaire, et elle, je ne dirai pas son âge, elle le dira elle-même si elle le souhaite. Merci à tous, chers amis. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la diffuser. Dominique, si tu veux bien rester quelques minutes avec nous en off après sans problème. Du générique. Merci. Au revoir les amis. Merci Eric et merci à TVADP.